Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble dans ce programme. C'est parce que c'est un programme costaud qui ne vient que quand les choses sont importantes. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que le contexte actuel est un contexte de grande responsabilité. Nous avons décidé en tant que nation d'aller aux élections. Nous avons décidé d'y aller pour pouvoir renouveler notre engagement à la démocratie. La démocratie, c'est le système par lequel ce pays veut se développer. Nous voulons donc que le peuple, qui est le souverain primaire, puisse accorder à quelques-uns d'entre nous la confiance pour le diriger. Le 20 décembre, voilà la date qui a été prévue. C'est une date constitutionnelle. Et depuis, des efforts sont fournis, non seulement par la CNI, mais par toute la classe politique, pour que nous puissions arriver à bon port à ces élections, qui ne devraient pas être un moment d'explosion, sinon d'explosion de joie, pour que le pays aille de l'avant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir parmi les hommes qui portent la clé, parce que les événements sont nombreux. Nous vivons au quotidien plusieurs choses. Il faut que, de temps en temps, nous allions vers ceux qui portent les clés de compréhension des événements. J'ai le plaisir de recevoir un homme qui n'est plus à présenter parce qu'il fait partie du système de l'intelligence générale. Monsieur Albert Petit, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. Vous avez accepté de venir sur ce plateau parce que vous aimez votre pays. Et depuis très longtemps, vous lui donnez le meilleur de vous-même. Nous allons vous recevoir aujourd'hui, non seulement en tant que président du MEC, votre nouveau parti, parce que vous avez comme une histoire dans l'histoire politique, mais aussi parce que vous êtes aussi membre d'un regroupement politique qui essaye de donner aussi sa voix dans l'effort général d'arriver à de bonnes élections. Alors, ça fait comme longtemps que nous ne vous avons pas vu, avant que je ne vous présente un tout petit peu comment vous allez et quelles sont les dernières nouvelles en ce qui concerne votre propre vision de la réalité. Bien, je pense que je suis engagé depuis longtemps sur le plan politique. Et ce, dans le but de servir, du moins d'apporter ma contribution dans la construction de notre nation. Une nation, ça se construit. Ce n'est pas par génération spontanée. Il y a des hauts et des bas, mais nous devons toujours essayer de sauvegarder l'essentiel, notre nation. Vous êtes quelqu'un qu'il faut présenter parce que la jeunesse monte. Et dans un pays où nous ne gardons pas beaucoup nos archives, il faut de temps en temps renouveler les présentations. Je le fais pas parce que vous n'êtes pas connu, mais je le fais pour que ceux qui viennent d'arriver puissent savoir à qui ils ont affaire. Vous êtes évidemment Albert Petit. Très jeune, vous êtes allé en France à 11 ans. C'est très rare que des jeunes gens aillent très vite en France. Vous êtes parti donc avec vos parents. Votre père était parmi les tout premiers médecins finalement qui vont être formés là-bas. Et vous êtes aussi parmi les Congolais qui vont avoir leur baccalauréat en France. Et vous entrez donc à l'université à Lyon, et vous y commencez, et puis vous allez finir à la prestigieuse Sorbonne. Absolument. Vous terminez à Sorbonne et vous commencez donc à travailler, et vrillé par l'amour du pays, vous revenez ici, vous commencez à la Sonance, vous travaillez un tout petit peu, et puis vous passez comme les tout premiers directeurs de la compagnie maritime zaïroise à l'époque. Nous sommes donc Anvers et Europe. Vous passez chez les Allemands à Düsseldorf, où vous y faites 5 ans pour des très grands travaux. Nous allons y revenir tout à l'heure. Vous repartez encore en Belgique où vous êtes effectivement dans une autre compagnie maritime. Vous revenez au pays et c'est ça qui est intéressant. Votre engagement politique, nous allons le voir déjà aux environs de quand il y a changement démocratique ici, la conférence nationale souveraine, vous devenez en fait le porte-parole pour l'Europe du PDC. PDC, c'était le premier parti des démocrates chrétiens dirigé par le patriarche Iléo Songwamba, qui a d'ailleurs été le premier président de la conférence nationale souveraine à côté de Monseigneur Mosengo. Absolument. Donc vous approchez seulement des grands calibres. Vous avez donc plus tard travaillé avec Jean-Pierre Bemba, que vous allez rejoindre à la vice-présidence
parce qu'après la guerre, il y a la paix, et la paix, c'est la gouvernance. Absolument. Vous travaillez donc avec lui comme conseiller à son cabinet en tant que vice-président de la République. Et puis vous entrez plus tard au gouvernement, parce qu'entre-temps, ce n'est point de le rappeler, Jean-Pierre Bemba a eu des démêlés judiciaires qui ont été extrêmement tragiques pour tous les cadres qui étaient avec lui. Absolument. Donc vous travaillez, vous entrez au gouvernement comme vice-ministre des Finances. Vous allez y revenir comme vice-ministre de la Santé. Vous êtes donc un homme politique affirmé, un homme d'État accompli. Et récemment, vous avez donc créé un parti politique qui a d'ailleurs l'objet de notre réunion aujourd'hui. C'est le mouvement humaniste de l'éveil de la conscience. Ce parti est membre d'un regroupement politique qui s'appelle AAGB, qui est l'action audible pour la bonne gouvernance. C'est ce regroupement comme parrain, M. Guiléniembo. J'ai pris beaucoup de temps pour vous présenter parce que si je continue, nous allons finir l'émission. Tant vous avez fait de choses. Alors aujourd'hui, il y a un doute profond dans l'opinion qui est distillé par un certain nombre de Congolais qui estiment que nous n'avons pas bien réussi le processus et que les élections le mois prochain, c'est hypothétique. Quelle est votre première réaction? Et excusez-moi, une question aussi directe. Écoutez, monsieur Willy, vous n'allez pas vous excuser. D'abord, je tiens à vous remercier pour avoir brossé mon image, et c'est la réalité d'ailleurs. Eh bien, moi, j'observe la détermination du gouvernement de la République pour aller vers les élections en essayant de respecter la Constitution. Et ça, c'est une bonne chose que de le faire. Bien entendu, on ne peut pas, dans une démocratie, d'empêcher les gens de s'exprimer, surtout les gens de mauvais augure. Mais nous qui sommes des républicains, nous allons suivre la Constitution et la détermination du gouvernement de la République de réaliser ce gouvernement, ces élections que la population attend aussi. C'est une exigence républicaine et il faut y aller. Selon les éléments que vous avez, vous pensez que les gouvernements et la CENI ont toutes les cartes en main pour y aller? Écoutez, je commencerai par dire ceci. Je ne suis pas de la CENI, je ne suis pas membre du gouvernement, mais je peux constater les efforts fournis pour que les élections se tiennent à la période convenue par la Constitution. Vous avez Et nous devons les encourager. Au lieu de passer son temps à les décourager, nous devons y croire pour que les élections se tiennent. C'est comme une forme de constance, parce que vous avez été à la conférence nationale souveraine, en tout cas avec les PDC, vous étiez vraiment sur la plus grande plateforme en Europe. Vous réagissez constamment et c'était contre les régimes du maréchal Mobutu à l'époque. Alors, chaque fois que nous avons des élections dans ce pays, il y a toujours un moment de doute. Est-ce que c'est systématique à notre nature ou bien les élections ne sont jamais passées dans notre culture et c'est toujours un moment d'angoisse? Non, je crois que ce n'est pas propre à la RDC, ni à la population congolaise. Si vous observez partout, même dans les grandes démocraties, les élections, c'est toujours un moment fort pour la vie d'une nation. Mais nous devons y croire, nous-mêmes les Congolais. C'est un moment où il y a des interrogations, c'est un moment où on ne doit pas se diviser, se disputer. C'est vrai, il y aura des joutes politiques. Il faudra essayer de présenter des programmes. Les élections, en fait, c'est un moment où on doit dire à la population ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Ce n'est pas le temps de s'invectiver sur le costume de M. Willy. Ce n'est pas... Non, nous devons voir l'avenir, comment construire cette nation. Et une nation se construit justement à travers ces élections. Hein. Les élections, on a voulu la démocratie. Et vous en savez quelque chose. Lorsque nous nous sommes mis engagés politiquement pour combattre le système dictatorial du président Mobutu, du feu maréchal Mobutu, il n'a pas fait que des mauvaises choses, ça c'est entre parenthèses. Mais quand on a dit non, maintenant, nous allons
nous orienter vers la démocratisation de ce pays. Et nous l'avons fait avec beaucoup de difficultés, avec des morts, avec du sang, avec des larmes. Mais nous sommes parvenus à aller vers la démocratisation. La démocratie, c'est aussi une construction. Ce n'est pas, et je dois dire aussi, la démocratie, ce n'est pas la panacée. Et un de mes grands parrains politiques, Marc Esquens, me disait, la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes politiques. Donc, il ne faut pas croire que la démocratie... Ça résout tous les problèmes. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Regardez, même aux États-Unis, lorsqu'il y a eu des élections, souvenez-vous d'Al Gore. Hein. Donc, il y a toujours des failles. Voilà. Donc, il y a toujours des failles. On ne peut pas... Ce n'est pas la perfection. Non. C'est une œuvre humaine avec ses réussites comme ses faiblesses. Donc, nous les Congolais, nous devons y croire. Si nous ne croyons pas à ces élections, si nous ne croyons pas, mais c'est-à-dire nous sommes en train de détruire notre nation. Aujourd'hui, indéniable, votre regroupement politique soutient le président candidat, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais vous, M. Petit, on peut quand même faire un petit pédigré. Vous vous connaissez depuis longtemps, apparemment, parce que quand l'IDPS en Europe fonctionnait, c'était à côté du PDC. Absolument. Alors, quelle est la petite histoire? Bien, écoutez, d'abord, ce combat, c'était toute notre jeunesse, pendant une dizaine d'années, parce que cette dictature du maréchal Mobutu, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire partir aussi facilement. Ça nous a pris du temps. Et notre jeunesse a été consacrée à ce combat. Et on se retrouve en Belgique, où on a eu à combattre la dictature de Mobutu. En fait, c'était un relais important. L'UDPS et le PDC, c'était, je dirais, pantalon à Mokaba. C'était un couple qui a mené cette démocratisation jusqu'à être ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, dans ce combat-là, j'ai eu à connaître le président actuel. Nous étions tous jeunes, tout beaux. Maintenant, vous êtes encore altier, là. Vous n'avez rien perdu de vos charmes. Et je dois vous dire que toutes les stratégies politiques, et on était même à initier des actions, faire des propositions, on était vraiment de fortes propositions politiques pour ceux qui combattaient ici. Et lorsque ils étaient empêchés, arrêtés ou autres, c'est nous qui faisions du bruit à l'extérieur pour qu'on libère tel, je pense au Lingakoy quand on l'arrêtait, le président Étienne quand il était assiégé, c'est nous qui faisions tout ce bruit pour qu'on puisse le libérer. Donc le président actuel, nous nous sommes connus, disons, dans le feu de l'action, dans la bataille. Hein. On s'est beaucoup sacrifié. Faire des marches les samedis, la neige, il pleut, nous étions tous là, côte à côte. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, lorsque je rencontre les amis de l'UDPS, c'est tout ce souvenir de notre enfance, ce combat. D'où je passe de l'autre côté, d'où mon engagement avec le président, le parrain Niembo. Pourquoi Guilain Niembo? Parce que il a suscité, à mon avis, il a suscité l'espoir, l'engouement auprès de la jeunesse. Et ça me fait penser au combat que nous avions. Alors on s'est dit, nous allons l'accompagner. Aujourd'hui, si je suis dans ce regroupement, ce n'est pas pour aller me battre pour être président, cordon. Non, non, c'est accompagner cette jeunesse, leur faire part de notre expertise, de notre expérience malheureuse. Ne trébuchez pas, leur entretenir cette flamme auprès de la jeunesse. Et je crois que le parrain, comme nous l'appelons, Niembo Guilain, eh bien, c'est un homme d'avenir. Il sait rassembler la jeunesse. Et j'observe, c'est un homme qui n'aime pas le désordre. Bon, le choix qu'il a fait du point de vue de l'économie, le message de la bonne gouvernance, il ne faut pas que ça reste un slogan. Et je le vois dans le regroupement, comment il travaille, comment il nous impulse, comment il nous réunit, toujours pour la bonne gouvernance. Même dans les petits dossiers simples, c'est la gestion de la bonne gouvernance. Ce qui est une bonne chose en tant que principe des valeurs. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui
au regard de ce que vous savez, de défendre Félix Tshisekedi, de défendre son bilan, même si on n'est pas encore en période de campagne. Mais est-ce que c'est facile pour vous? Vous devez vous casser en tête pour trouver les arguments, ou bien ça coule de source? Non, moi je dirais que ça coule de source. Parce qu'il faut quand même voir d'où il est parti. L'héritage. Il faut être réaliste. Et il a suscité des espoirs en posant des actes concrets, hein, des projets, hein, qui sont visibles. Regardez ce qu'il a fait de Mamayemo. Il pouvait laisser Mamayemo comme ça. La route qui relie Kinshasa de part en part, hein, du point de vue infrastructure. Bon, relancer l'aéroport de Kisangani, dans le lot là-bas, un aéroport flambant neuf. Je crois qu'il y a des gestes qu'il a posés. La gratuité de l'enseignement. Vous savez, on croit que lorsqu'on lance, il lance cette idée, et que c'est tout de suite dedans, c'est un processus. C'est comme l'idée aussi de la maternité, la gratuité de la maternité. C'est un processus aussi. C'est pas quelque chose. Bon, non, c'est un processus. Nous devons, dans notre pays, savoir que tout se construit. Ce n'est pas une génération spontanée, on dit allez, tout est parfait. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites et vous faites bien de le souligner. Mais en même temps, vous entendez qu'il y a d'autres qui sont pas du tout reluisantes, notamment les détournements. On parle de beaucoup de personnes, on parle de l'entourage du président, qui ne respectent pas les règles de bonne gouvernance et qui seraient dans ce qu'on appelle les frappes. Vous avez entendu tout cela, au-delà du fait que ça peut être aussi des attaques nées de l'adversité, mais quand même c'est inquiétant qu'on entende, en même temps que l'on proche la bonne gouvernance, qu'il y ait des actes, d'ailleurs l'IGF les souligne. Ah, vous l'avez dit, je voulais en venir. Oui. C'est-à-dire que pour faire face à ça, pour lutter contre la mauvaise gouvernance, regardez dans le régime passé le rôle qu'avait l'IGF. Il était nulle part. Mais le président de la République a sorti l'IGF actuel et dans ses prérogatives, il joue son rôle. Et c'est déjà un garde-fou, c'est un signal fort pour dire faites attention, il est là, c'est lui qui fait ce travail-là. Il n'appartient pas au chef de l'État de venir commencer à faire des enquêtes, etc. Il a mis une structure en place et qui, malgré tout, cette structure a fait en sorte que il y a de moins en moins de ces frappeurs, comme vous dites. Il faut frapper les frappeurs. Il faut les condamner. Oui. Vous en savez quelque chose d'ailleurs. J'ai vécu des situations. Bon, ben, ça c'est l'être humain. C'est difficile de changer l'être humain. Il y a des gens, pour eux, lorsqu'ils ont une charge d'État, je pèse bien le mot, les charges d'État, c'est l'occasion pour lui de faire bonbons, de s'enrichir. Et enrichissement sans cause. Non, quand vous êtes là, vous êtes d'abord un homme d'État. Ça veut dire quoi? Vous devenez l'esclave de l'État. Vous devenez l'esclave d'État. Vous travaillez pour l'État, vous travaillez pour l'intérêt commun et non pour vous-même. Je crois que lorsque nous avons eu à assumer des charges d'État, eh bien, quand je passe au ministère des Finances, eh bien, d'autres qui me reconnaissent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de servir l'État. Vous ne trouverez jamais personne ici à Kinshasa qui vous dira que le vice-ministre des Finances, bien petit que j'étais, avant de signer votre signature, il fallait 10%, 30%. Jamais. Vous n'êtes pas, monsieur, 20%. Avec le ministre Yav, nous avons mis de l'ordre. En tout cas, moi, je n'ai pas eu à réclamer, à exiger, non. Je n'avais pas gagné un concours pour être vice-ministre des Finances. J'étais là pour être l'esclave des Congolais. Évidemment, vous avez cité tout à l'heure monsieur Guilain Nyembo. Est-ce que, à part le fait simplement qu'il est jeune, qu'il a entrepris des mouvements qui vous ont plu, dans ce pays où on craint le népotisme, il ne serait pas de votre famille par hasard et que c'est un jeune que vous soutenez parce que c'est un neveu. On a vu tout ça ici. Généralement, les aînés ont tendance à ne pas soutenir les jeunes s'il n'y a pas un intérêt de sang. Bien, écoutez, c'est une question qui arrive à point nommé. D'abord, je le connaissais de loin.
Donc je ne suis pas de sa famille. Et dans ma culture, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas tribaleux. Quand j'observe dans notre famille, eh bien, les frères, mes cousins directs, ils ont pris des femmes au Kasaï. Moi, ma femme est Mouyombe, du Congo central. Alors, comment allons-nous être des tribalistes? Non, ce qui m'a plu, c'est son idée, son projet de société. Guilain Nimbo a une vision, il est à côté du chef de l'État, et la manière dont il sert le chef de l'État également. Je crois quand même, ce n'est pas un secret, depuis qu'il est au cabinet, qu'il dirige, je dirais... Il n'y a pas beaucoup de fuites de documents. Hein, non, il a mis de l'ordre. Hein, c'est un homme d'État et un grand administratif et aussi un fin politique. C'est comme ça qu'il choisit la bonne gouvernance comme étant le cheval de bataille. Tout à fait. Mais pour être clair, il n'est pas du tout de ma famille. J'ai suivi son projet et je me suis dit, voilà, bon, il est beaucoup plus jeune que nous. C'est un jeune que nous devons accompagner, aider pour que ce pays puisse se construire. Alors, M. Albin Petit, on vous a connu comme membre du PDC, c'était le Parti chrétien, démocrate chrétien. Aujourd'hui, le parti que vous mettez en place, vous enlevez le mot chrétien, vous mettez humaniste, mouvement humaniste pour lever de la conscience. Est-ce que c'est un éloignement de l'idéologie chrétienne ou est-ce que c'est une distance que vous prenez peut-être avec d'autres types de valeurs ou c'est une nouvelle adhésion humaniste? Bien, écoutez, dans le mot la chrétienté, c'est l'humanisme. Et vous allez observer que depuis un certain temps, les pays européens qui nous avaient amené les partis chrétiens ont enlevé ce mot chrétien pour diverses raisons. Parce qu'il faut séparer la politique des croyances personnelles, de ses convictions personnelles. Ouais. Donc l'humanisme, c'est là où on retrouve la chrétienté, on retrouve les musulmans, tout ce qui croit à l'être supérieur et aussi qui veut faire progresser les autres humains. Donc voilà. Aujourd'hui, des critiques sont faites sur l'Europe. Vous avez étudié en Europe, vous avez votre formation formatée par la pensée occidentale, même si l'expérience est congolaise. Mais vous avez certainement remarqué qu'entre l'Europe et l'Afrique, il y a un choc puissant autour des valeurs que l'Europe veut transmettre ici. On parle des genres, on parle d'homosexualité, c'est devenu pratiquement comme une forme de carte de visite pour pays progressistes, entre guillemets. Et les Africains, vous connaissez certains pays qui ont même légiféré, sans entrer dans les libertés individuelles. Comment vous évaluez ce choc culturel entre l'Afrique aujourd'hui et l'Europe? Sur le plan de principe, dernièrement, je causais encore avec mon mentor politique, Marc Esquins. Eh bien, il m'a fait certaines révélations. Ce qui me frappe, les Occidentaux, lorsqu'ils atteignent un certain âge, on dirait qu'ils doivent se vider la conscience. Le président Marc Esquins m'a dit ceci. Monsieur Petit, mon jeune ami, c'est ainsi qu'il m'appelle, vous êtes un grand peuple. Assumez-vous. Mais c'est vous-même que vous venez vers nous pour nous donner le pouvoir que nous avons déjà perdu. Que nous avons perdu. Je suis l'homme des Américains, je suis l'homme des Belges. J'étais estomaqué qu'il me dise ça. Je me suis dit, tiens, c'est une vérité crue. En fait, nous devons nous débarrasser de nos têtes que le pouvoir, on va aller chercher ça ailleurs. Non, c'est nous-mêmes qui leur donnons l'occasion de nous gouverner de nouveau. Ceci dit, sur ce sujet-là, nous avons notre culture de base. Nous avons, nous, comme les Bantous, le respect qu'on a vis-à-vis des parents. En Europe, aujourd'hui, vous enguirlandez votre enfant, l'enfant peut aller accuser les parents. À la police. À la police. Quelques musiciens congolais ont souffert de ça. Alors, donc, ce sont des choses qui ne cadrent pas dans nos valeurs. Nous avons le respect des beaux kilos.
Nous ne pouvons pas nous approcher de Bokilo. Mais, tiens, dans le Kasaï, mais le Bokilo ne peut même pas venir loger chez vous. Non, non, peut pas. Parce que, vous voyez, c'est profond, ces signaux. Mais aujourd'hui, on apprend qu'en Europe, dans la famille, le beau-père qui est l'amant de la belle-fille. Alors, ce sont des choses que nous devons, qui n'entrent pas du tout dans notre culture. Nous devons remettre nos valeurs bantoues, nos valeurs africaines en exergue. Nous devons réfléchir, même sur la démocratie, intégrer nos propres valeurs. Et alors, comment alors vous évaluez le fait que une grande part des jeunes aujourd'hui ne parlent même plus leur langue maternelle? Aujourd'hui, nous singeons l'Europe et l'Occident. Cette génération d'aujourd'hui ne parvient pas à se stabiliser dans notre valeur culturelle parce que aujourd'hui, être progressiste, c'est parler les langues d'ailleurs. Mais écoutez, moi je vais vous surprendre. Mon Ketouba qui à l'État. Posez-moi la question, où est-ce que j'ai appris ça? Dans l'itinérance de ce qu'on appelait autrefois assistants médicaux avant d'être médecin, nous avons fait le tour de la République. Et j'ai commencé l'école primaire au Congo central, à Matadi plus exactement. Mais j'ai gardé cette langue-là, malgré mes pérégrinations en Europe, etc. Vous avez gardé J'ai gardé ça. Je n'ai jamais vécu dans le Maïndombe. Mais quand j'entendais nos parents, nous t'appelons que l'Ontomba. L'Ontomba, c'est les bassins, c'est le Kimongo. Hein? Donc, je peux parler ça. Et quand je suis à Inongo, je suis capable de tenir un meeting en Kitomba. Hein? Malheureusement, le Swahili, bien sûr, je parle Lingala, dans le Bagalingala. Oui, plus de 50 ans en Europe, mais je parle le Lingala, que je n'ai pas oublié, loin de là. Ça, c'est vous, je parle, vous avez eu l'encore. Maintenant, pour parler des jeunes, je dirais, monsieur Kalengai, détrompez-vous. Je me trouve au Canada chez des amis du reste kassaïen, de petits enfants qui sont nés là, à force d'entendre parler, les parents parler Chiluba, les enfants la parlent Chiluba. Donc, quelque part, il y a cette volonté-là de transmettre nos coutumes, mais d'autres par snobisme, par matuvisme, pour impressionner, font semblant de ne pas connaître. Et je vais vous dire, on a eu des amis, nous on a fait plus de 50 ans en Europe, bon c'est pas du tout, mais il y a des amis qui ont passé quelques temps en Europe, ils rentrent ici, moi le Lingala, je ne parle plus le Lingala. Oh, il dit, toi qui as pas d'ami, monsieur le Lingala, c'est quoi le Lingala? Non, je connais pas, donc c'est du bled. C'est du bluff. Moi je pense que aujourd'hui, écoutez, même dans notre culture, la musique, prenons la musique, lorsque j'entends notre musique chantée en français, ça n'a pas de sens. Le rythme n'y est pas. Ça ne passe pas. Mais lorsque c'est chanté dans nos propres langues, mais vous vivez cette musique-là, ça, je pense que nous devons, à nous. Mais écoutez, le Lingala, combien d'Africains veulent parler le Lingala? Ils se vantent, quelques-uns qui ont quelques mots de Lingala. Vous allez au Togo, vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout où j'étais. Mais des gens qui apprennent le Lingala à travers nos chansons. C'est une richesse. Oui. Donc, et vous qui êtes de ce coin, vous ne voulez pas parler de ce pays. C'est du bluff. Alors, on revient un peu à cette élection. Aujourd'hui, nous avons près de 26 candidats à la présidentielle. C'est quand même des hommes et des femmes de grande qualité, dont l'ambition supérieure s'est exprimée. Vous pensez que votre candidat pourra tenir vraiment face à cette armada d'opposants? Ben, écoutez, d'abord qu'il y ait beaucoup de candidats, c'est la vitalité de notre démocratie. Quoi qu'on dise, ça montre que la démocratie est là parce qu'on laisse les gens s'exprimer et se présenter aux élections. Je n'ai pas entendu qu'on ait fait des entraves pour que tel ne se présente pas. Ça, c'est une chose. Ben, l'opposition présente ses candidats, mais nous croyons à notre candidat qui est le président de la République. Et nous l'appuyons. Pourquoi? Parce qu'il a montré pendant les 5 ans des signaux pour aller vers le développement
des signaux pour un meilleur avenir. Et ça, c'est ce qui est important. Comme il a montré, j'ai donné quelques exemples de ce qu'il a fait. Il a donné des signaux qui vont dans ce sens-là. Même cette guerre à l'Est, eh bien, il a donné des signaux très clairs. Mais c'est tellement complexe que, vous savez, on nous a fait des embargos d'armes et tout ça. C'est grâce à lui aussi que nous avons pu récupérer tout ça. Bah, grâce à lui aussi qu'on commence à voir certaines choses changer à l'Est, quoi qu'on dise. Hein. Mais ce n'est pas quelque chose de si simple. C'est complexe, cette guerre de l'Est. Ce n'est pas seulement le Rwanda qu'il faut voir, mais il faut voir qui est derrière le Rwanda. Hein. Et ce pays, c'est un pays convoité, vous le savez. Hein. Nous avons, je vais vous donner encore un autre exemple de mon séjour européen. On était, lorsque j'étais dans le maritime, on avait un club où on se rencontrait tous les vendredis soirs. Eh bien, j'entre là-dedans, il y a un vieux papa belge qui m'appelle, ah, toi, Congolais, viens un peu ici, tout ça. On s'assoit. Il prend quelques whisky, c'est un monsieur qui est déjà pensionné. Il me dit, mais vous êtes un peuple très dangereux, vous les Congolais. Je dis, comment ça? À l'époque, on était des Aïrois. Je dis, comment ça? Il dit, vous, quand vous venez ici en Flandre, vous allez parler le flamand mieux que nous. Quand vous allez en Chine, vous parlez mieux qu'eux. Quand vous êtes dans nos universités, vous êtes parmi les meilleurs. Et c'est vrai d'ailleurs, quand vous voyez, on a eu des majors à Sandhurst, à Saint-Cyr, etc. Donc nous sommes des gens. Et il m'a dit, vous les Congolais, vous ne savez pas votre valeur comme ressources humaines. On vous a mis dans la tête, il n'y a que des ressources de sous-sol, minières, alors que vous avez une qualité intellectuelle supérieure même au monde. Et il a pris l'exemple, il dit, mais vous avez des DC-10, à l'époque, eux, ils n'avaient pas encore, la Belgique n'avait pas encore des DC-10. Il me dit, mais qui conduit les DC-10, qui pilote les DC-10? C'est vous. Et il me dit, mais vous êtes dans le maritime? Je dis, oui, mais vos bateaux ici, là, à la CMZ. Ah oui, je dis, oui, c'est vrai. Du commandant au dernier. Congolais. Zaïrois à l'époque. Et je me souviens le jour où, parce que j'étais encore à la CMZ, le jour où le bateau Kananga, qui était un joyau de notre flotte maritime, devait quitter Anvers pour Matadi. Le président Mobutu a exigé à ce que, du commandant au dernier, ce soit des Aïrois. Eh bien, il y a eu la compagnie maritime belge. Ils ont envoyé, ils sont arrangés pour envoyer des délégations rencontrer le président. Ces jeunes gens vont se perdre en mer. Ils vont se noyer. Ils vont se noyer, ils vont se perdre. Et le président de la République de l'époque, le maréchal Mobutu, nous a appelés pour dire, est-ce que vous êtes sûr? On a dit oui, ils font les mêmes écoles. Eh bien, ces jeunes commandants faisaient les océans les plus difficiles. La mer du Japon, là où les bateaux se perdent, ils allaient aux États-Unis, la Méditerranée, l'Europe du Nord. On n'a jamais entendu, et même nos gros porteurs, DC-10, Sabena, on n'a jamais entendu un crash par rapport aux autres compagnies. Air Zaïre avait des pilotes très performants. Si cela est exact dans le passé, pourquoi aujourd'hui la confiance justement, ce que je suis en train de vous dire, cet espoir, je vois la flamme que le chef de l'État actuel est en train de donner comme signaux, et je crois que si nous nous donnons, et nous lui donnons cette chance de revenir, on va matérialiser tout ça. Ça va revenir, cet espoir. Comment faire pour que, si jamais il a un deuxième mandat, que les avatars du premier mandat ne puissent perdurer? Eh bien, nous allons l'y accompagner, et nous allons nous battre d'abord pour qu'il soit là, et corriger tous ces efforts que j'ai bien dit, lutter contre la corruption et tous ces frappeurs-là. Il a déjà donné un grand signal en mettant l'IGF. Et je crois qu'aujourd'hui, quand l'IGF descend dans une entreprise, les gens tremblent. Et il a démontré que maintenant, il y a de plus en plus de recettes d'État qui entrent dans le trésor. Vous-même, vous êtes de Inongo, hein, comme ça. C'est un endroit où il y a beaucoup de naufrages. Hein. Il y a beaucoup de naufrages. On se demande souvent, est-ce que c'est de la mystique ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est maîtrisable en tant que notable de ce coin, parce que beaucoup qui traversent le lac meurent, beaucoup de jeunes meurent.
comment vous appréhendez-vous? Vous avez été ministre des Finances, vous avez été député, vous connaissez les dossiers de l'intérieur. Si jamais il faut aujourd'hui apporter une contribution pour que des vies humaines ne soient pas perdues, pour ce qui concerne les Inongo, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut respecter les règles. On ne peut pas, dans un bateau ou baleinière qui peut contenir une trentaine de personnes, mettre 200. Et lorsqu'ils quittent le port pour descendre vers Kinshasa, il y a des services qui sont là. Mais ces services ne respectent pas ces règles. Ne contrôlent pas. Ne contrôlent pas. Moyennant quelques enveloppes, on laisse partir la baleinière. Alors que on devrait les y empêcher. Mauvais temps dans le lac. On ne peut pas, il faut attendre. Non, on laisse passer, on part. D'où? Et tout ça, c'est regrettable. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'on ait une culture de sanctionner les gens. Tant qu'on ne sanctionnera pas les gens, le commissaire portuaire qui est là, qui laisse partir les bateaux, mais s'il y a des noyades, il n'est pas inquiété. Ce n'est pas son problème. Mais lorsqu'on va commencer à sanctionner, comment avez-vous pu faire voyager 80 personnes au lieu de 30 et que ce monsieur se retrouve en prison, ils vont commencer à réfléchir. Ah non, c'est dangereux, je ne peux plus faire ça. Donc il faut revenir à la culture de sanctions, positives et négatives. Évidemment, donc, vous êtes un homme de foi, un homme de conviction, vous êtes plein d'espoir. Je ne vous vois pas douter, je ne vous vois pas sceptique. C'est par nature, par tempérament, ou bien c'est véritablement parce que vous regardez la réalité et elle vous inspire cette foi? Bien, vous savez, quand on fait des études de sciences politiques, de sociologie et d'économie, eh bien, on se réfère beaucoup à l'histoire. Vous savez, quand on voit l'Europe comme ça, quand on voit même la Chine comme ça, mais non, ils ont traversé ce que nous traversons maintenant. Mais il faut qu'il y ait des gens de conviction, des gens qui donnent espoir. Et c'est pourquoi j'aime à dire qu'on ne construit pas un pays avec une seule génération. C'est avec toutes les générations. Mais quand on dit, ah, bah vieux Wana, mais le président Kassavou, il a pris le pouvoir, il était président à quel âge? Lumumba à quel âge? Les Justin Mobutu avec quel âge? Le président Mobutu, quand il prend le pouvoir, il avait quel âge? Les plus vieux en prenant le pouvoir, c'est Mouzé Laurent Kabila et le président actuel. Les autres étaient beaucoup plus jeunes. Donc, une nation se construit avec toutes les générations. Et c'est important de le répéter. Et d'où il faut toujours corriger. Il faut toujours voir dans quelle direction. Non, non, là, on ne va pas dans le bon sens. Et il faut qu'il y ait des gens. C'est pourquoi les élections, ça doit être un moment important. Attirer l'attention de la population sur le rôle d'un député. Un député n'est pas là pour aller construire un petit pont qui va s'écrouler quelques semaines après ou quelques mois après. Un député n'est pas là pour construire une école privée à lui. Hein? Un député est là pour faire en sorte que l'État n'oublie pas sa circonscription. C'est ça son rôle. Et c'est pourquoi il faut avoir des véritables députés, non des complaisances. Au niveau de la GGB, vous avez tenu compte de ça? Absolument. Absolument. Quel message vous adressez à tous ceux qui sont sur votre liste? Vous êtes un homme d'expérience, oui. Un doyen pratiquement, un vrai coach en politique. Ils sont nombreux ils ont pris rendez-vous pour suivre ce soir. Oui. Ils sont tous candidats à GB. Je connais même un qui est en Bujumaï là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben, écoutez, ce que je veux leur dire d'abord, c'est qu'ils doivent croire à notre pays. Ils doivent être les hommes de proximité, vivre avec cette population, connaître d'abord les besoins de cette population. Si vous ne connaissez pas les besoins de la population, pourquoi vous voulez être député? Pourquoi? C'est pour avoir une Jeep? Pour avoir tel émolument? Non. On est au service de cette population. On devient même leur esclave. C'est, comment dire, c'est comme les prêtres. Vous êtes là pour servir les autres. Ça, c'est un sacerdoce. La politique, c'est un sacerdoce. Vous verrez que dans certains... On ne va pas en politique pour s'enrichir. Quand nous étions jeunes, les anciens politiciens, bien qu'on dise beaucoup de mal d'eux, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient là pour s'enrichir.
nous avions des hommes d'affaires, on avait une classe d'hommes d'affaires, les Dokolo, les Kisombe et autres. Ceux-là avaient l'argent. C'est eux qui finançaient les politiques. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les politiques qui financent les hommes d'affaires. Ah oui, bon, donc vous voyez que c'est pas bien. Donc, il faut changer tout ça. Et c'est pourquoi nous accompagnons, vous savez, dans notre conférence de présidents, dans notre regroupement AABG. On s'appelle tous présidents. Mais je suis surpris depuis quelque temps. Ils ont reconnu en moi un doyen. Ils m'appellent tous doyen. Vous en êtes un. Et d'ailleurs, nous arrivons à la fin de ce moment. Je voudrais dire aux téléspectateurs que c'était une entrée en matière parce que quand la campagne va commencer, quand il faudra maintenant discuter de vraies offres politiques, je voudrais encore réinviter M. Albert Petit pour nous parler de l'offre. Aujourd'hui, nous avons parlé de la bonne volonté. C'est ce qu'ils sont en train de mener. Mais pour terminer vraiment, je ne peux pas ne pas terminer avec vous de ça. Je sais que vous êtes un homme qui aime la terre. Et vous êtes un homme, un fermier presque. Ça se passe comment? Quel est le lien que vous faites entre votre engagement en politique et vos activités agricoles? Vous savez, c'est une passion. C'est une passion parce que lorsque vous prenez une graine, vous jetez ça, vous suivez, ça donne une légume. Et cette légume va servir pour notre bien-être, manger et vivre. J'ai une difficulté avec l'élevage. Je ne mange jamais les porcelets ou les porcs que j'élève. Parce que je ne sais pas... Une grande amitié entre vous. Une complicité. Donc, j'ai difficile à... Bon, mais on le fait parce que ce pays, j'en suis convaincu, c'est un pays agricole. Nous pouvons être le grenier, non seulement l'Afrique, mais du monde. Prenons l'Ukraine. Qui savait que l'Ukraine était un grenier? Oui, mais, européen. Voilà. Mais nous, ici, nous pouvons avoir même 3 récoltes par an par rapport à la situation géographique de notre pays. Nous devons concentrer des efforts sur... Parce que les ressources minières, ça se termine. Ça va se terminer un jour. Mais nous devons mettre... Parce que l'être humain a toujours besoin de manger. Na tongoyo, na le kabakata à foufou, bien bon petit déjeuner. Mais à midi, l'estomac va réclamer encore. Donc, vous voyez, j'ai fait une expérience lorsque j'étais aux finances à la santé, lorsque j'allais en mission en Europe. Je faisais exprès d'atterrir à Paris et on prenait le TGV. Et je posais la question à mes collaborateurs, qu'est-ce que vous voyez entre Paris et Bruxelles? Rien que des champs. Rien que des champs. Rien que des champs. Alors, monsieur Albert Petit, merci. Le chant que nous allons entonner, c'est le chant de la gratitude. Voilà. Vous avez été avec nous ce soir et vous avez certainement donné aux téléspectateurs de la matière. On ne résume pas les propos d'un homme de cette sagesse, mais sinon, comme je vous le disais, notre pays, nous l'avons, c'est les seuls que nous avons, il n'y en a pas d'autres en remplacement. Absolument. Alors quand on a un objet qui est unique, on le préserve. Préserver, c'est un peu ce que les humanistes ce soir nous ont dit. Il faut donc avoir une conscience éveillée pour que les élections qui arrivent ne soient pas une occasion de déflagration. Par contre, que ce soit une fête à la démocratie. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons vous retrouver droit à la parole pour la prochaine fois. Je vous promets que ceux qui ont quelque chose de positif, de pur et d'élevé pour la nation auront toujours de la place autour de nous. Nous refusons de donner la place à la médiocrité. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Willy.